Je suis Patricia, coordonnatrice provinciale de la ressource et bienvenue à le balado de la ressource. À la loupe, les ressources professionnelles en Ontario. La ressource est une initiative provinciale qui vise à améliorer l'accès aux services cliniques spécialisés francophones en Ontario. La ressource est pour les professionnels et les agences qui offrent des services à des adultes francophones ayant déficience intellectuelle et des besoins cumulés de santé mentale ou présentant des comportements ayant des défis. Une des initiatives de la ressource est donc le partage des ressources en français. Nous avons un site web dans lequel on peut retrouver des articles, des mémoires et des ressources sur le sujet de la déficience intellectuelle et des sujets connexes tels que la sexualité, la trisomie 21, la santé mentale, etc. Nous avons également animé des groupes de discussion virtuels avec des participants travaillant dans le secteur de la déficience intellectuelle sur des sujets variés, tels que les défis en matière de logement, le mapping communautaire, etc. Alors, nous commençons un nouveau moyen de partage de ressources, soit le balado-diffusion. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la justice et la déficience intellectuelle. Les personnes ayant une déficience intellectuelle font face à de nombreuses injustices en milieu carcéral. Souvent mal comprises, elles peuvent être surreprésentées dans les prisons en raison d'un manque d'adaptation d'un système judiciaire à leurs besoins. Pour nous aider à décortiquer cette approche, nous avons invité Shaylee Lacombe-Théoret, coordonnatrice de COP, Justice et en double diagnostic. Mais tout d'abord, un peu sur Shaylee. Alors, Shaylee travaille à Valeurs Solutions depuis 9 ans. Au fil du temps, elle a occupé plusieurs rôles au sein de l'organisation, passant de l'accueil au soutien clinique et maintenant à la coordination en justice. Ce qui la motive, c'est l'opportunité de créer des liens significatifs et d'apporter des changements positifs dans la vie des personnes qu'elle accompagne. Avant de rejoindre Valeurs et Solutions, elle a travaillé en première ligne à la Maison Fraternité en accompagnant des individus confrontés à des problématiques complexes liées à la santé mentale et à la consommation de substances. Cette expérience, combinée à sa formation académique en psychologie et en linguistique, a nourri sa passion profonde pour le domaine clinique. La collaboration est au cœur de son approche. Elle s'épanouit en créant des partenariats avec des acteurs communautaires, tout unis pour la mission de mieux répondre aux divers besoins de la communauté. Son objectif est d'autonomiser les individus dans leur cheminement vers l'épanouissement en marchant à leur côté à chaque étape. Donc, Shaylee, bienvenue à notre série de balados avec la ressource. Merci Patricia, c'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Excellent. Alors, commençons. En premier lieu, quel est ton rôle dans les démarches ou le processus judiciaire? Oui, donc je vais juste commencer par dire que ça fait officiellement 2 ans là, que je suis dans ce rôle-là, donc j'apprends encore beaucoup. Mais en général, je suis principalement chargée d'accompagner les adultes présentant une déficience intellectuelle ou double diagnostic qui font face à des accusations criminelles. Est-ce qu'on peut juste, avant que tu commences ou que tu continues, c'est quoi le double diagnostic? Donc, c'est vraiment quand un adulte a une déficience intellectuelle et un autre trouble en santé mentale, un diagnostic habituellement, là, soit bipolaire, un trouble de personnalité ou quelque chose comme ça. Parfait. Excellent. Donc, je peux intervenir à différents moments durant le processus. Donc, c'est pour accompagner les gens de façon concrète selon leurs besoins. Ceci peut inclure être présent avec eux au tribunal pour aider à naviguer l'environnement judiciaire, qui est parfois très compliqué, sans soutien. Donc, aussi les soutenir dans les démarches administratives, par exemple pour faire une demande à l'aide juridique ou pour établir un lien avec un avocat ou un autre professionnel de la justice. Aussi aider avec la compréhension des différents documents légaux. Souvent, ça peut être fait avec les rencontres, quand on rencontre des avocats, donc pour faire sûr que la personne comprend bien l'information. Parfois, juste accompagner aussi aux empreintes digitales, quand c'est le moment de faire ça. Offrir l'éducation aussi sur le fonctionnement judiciaire pour faire sûr que c'est bien compris, les différentes étapes, c'est quoi leurs droits et c'est quoi les implications de leur choix là, quand c'est le temps de prendre des décisions. Je dirais aussi être avec eux pour favoriser, je l'ai déjà dit un peu, là, mais aussi le côté des avocats, faire sûr qu'ils comprennent bien les besoins des individus aussi, puis leur réalité. Puis si c'est le cas, je vais aussi appuyer un peu dans les démarches de déjudiciarisation, ainsi que dans les efforts de la réintégration sociale, une fois que le processus judiciaire tire à sa fin, là, quand c'est le temps de retourner en communauté.
Donc, les interventions se font à différents moments là, dans le processus. Donc, c'est vraiment comme un rôle qui semble très varié, très occupé. Ouais. Donc, dans ton rôle, qu'est-ce que tu as remarqué comme enjeu systémique pour les personnes qui ont des déficience intellectuelle? Oui, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup. Donc, c'est ça, les personnes avec une déficience intellectuelle, ils font face à de nombreux enjeux systémiques. Bien souvent, la déficience intellectuelle n'est pas la seule réalité. Donc, justement, les doubles diagnostics, aussi les individus qui présentent avec des troubles concomitants en santé mentale, en toxico aussi, ce qui vient complexifier leur situation. Donc, ça rajoute une autre couche. Là, une autre dimension. Oui, exactement. Donc, en gros, il y a un manque au niveau des services spécialisés pour ces gens-là, avec des profils un peu plus complexes. Donc, je dirais surtout au niveau du logement. Sans logement adapté, ils se retrouvent souvent dans des milieux plus dangereux, imprévisibles, ce qui augmente la chance qu'ils adoptent des comportements à risque aussi. Un autre défi, je dirais, ça serait le manque de diagnostic formel. Beaucoup de gens ils ont pas été identifiés. Une fois qu'ils sont accusés d'un acte criminel, on va voir plus tard, ça se peut qu'il y ait un soupçon, dans le fond, qu'il y a une déficience intellectuelle. Oh, wow! Ouais, donc on peut observer des comportements liés à leurs conditions aussi, tu sais, comme l'impulsivité ou la difficulté à comprendre les règles sociales. Donc, pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, pour ceux qui ont le diagnostic, comment est-ce qu'ils comprennent bien? Qu'est-ce qui se passe? Justement, il y en a que oui, ça dépend de la personne, c'est sûr, mais juste de comprendre les différentes étapes là, dans le processus, ainsi que les conséquences de leur décision. Donc, par exemple, s'ils comprennent pas bien la situation, peut-être qu'ils vont plaider coupable sans nécessairement avoir compris les implications ou sans réellement avoir commis l'infraction. Donc, leur capacité à comprendre les options au niveau juridique qui s'offre souvent limitée. Donc, ça, c'est souvent faute d'un accompagnement adapté. C'est pour ça que c'est bon d'avoir aussi un avocat qui comprend bien ou quelqu'un comme moi qui va essayer d'expliquer un peu ces implications. Cheminer avec oui, eux. Là. Exactement. Ouais. Et puis aussi, même après l'étape judiciaire, la compréhension des conditions de libération, ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont relâchés. Donc, c'est aller voir leur agent de probation, comparaître aux besoins. Des fois, des problèmes de mémoire peuvent augmenter le risque de bris de conditions. Parfois sans que la personne en ait pleinement conscience. Donc, c'est pas qu'ils font pas exprès, là, de manquer les rendez-vous, c'est pas nécessairement peut-être leur priorité ou c'est juste une faute de mémoire, là. OK. Ils n'ont pas les outils pour... Exact, ouais. Okay. Puis ce soutien-là à long terme. Ouais. Et souvent, les gens se retrouvent avec plusieurs accusations criminelles aussi, donc à cause de ça. Ensuite, le dernier petit point, ce serait peut-être la réintégration dans la communauté, qui pose un défi important un peu en lien avec le point précédent. Donc, l'accès à un logement stable et adapté, on sait que ça, c'est un gros obstacle. C'est comme prime, hein? Ouais. C'est comme un droit de la personne, un droit humain. Donc, si on manque ça découle plusieurs autres... Oui, exact. Donc, il faut maintenir une certaine stabilité routine. Puis ces gens-là, ils ont parfois besoin d'aide avec justement la prise de médicaments. Puis ils n'ont peut-être pas toujours le soutien en place rendu là. Donc, après le processus judiciaire, c'est quoi vraiment la réalité des personnes dans le milieu carcéral? Donc, c'est sûr que il y en a beaucoup qui font face à un risque accru de victimisation, d'abus et d'isolement en raison de leur difficulté à comprendre les dynamiques sociales, les règles de fonctionnement en général et aussi la capacité à se défendre adéquatement. Donc, l'environnement carcéral, on le sait, c'est rigide, c'est soit peu adapté. Ça peut aussi accentuer leur détresse et leur sentiment d'incompréhension, qui peuvent aussi, juste ça va accentuer les traumatismes qu'ils ont déjà vécu. Donc, c'est un peu comme une retraumatisation. Aussi, il y avait le manque de diagnostic. Donc, ça, c'est sûr que ça a un impact direct sur leur prise en charge une fois qu'ils sont rendus en milieu carcéral. Donc, l'absence d'identification claire de leurs besoins, sont pas toujours informés de leurs conditions, peut-être mal outillés pour répondre de manière appropriée. Et je pense à ça aussi, justement, les prisons sont tellement pleines, surpeuplées, que même s'ils savent que ces gens-là, ils ont des besoins exceptionnels, ils n'ont pas toujours le temps de tenir en compte de ces défis-là, ou même des diagnostics. Fait que l'approche centrée sur la personne... Ça s'applique pas tant dans la prison. Non. Donc, tout le monde est souvent traité juste de la même façon. Oui. Puis, c'est ça, là. Ils sont très surpeuplés, les prisons en ce moment. Donc, c'est un défi. Je rajouterais aussi,
vraiment, c'est paradoxal, là, mais le milieu carcéral présente aussi une forme de stabilité et de sécurité pour ces gens-là. Donc, la structure, la routine, la prévisibilité, de l'environnement peut aussi répondre à des besoins non comblés de leur vie en communauté. Donc, on voit ça soulève une question importante là, sur l'accessibilité et l'adaptation de nos structures sociales en général. Donc, si une personne avec une déficience se sent plus en sécurité en prison qu'en communauté, ça nous dit peut-être que notre société elle lui donne pas ce qu'elle a vraiment besoin là, pour réussir. Donc, ça, c'est que la structure de la prison peut aider certaines aussi, personnes. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Oui. Et puis, tu sais, une fois qu'ils sont relâchés, ben ils vont rencontrer d'autres défis. Donc, sans cette structure, le soutien, la supervision, ça rend la réintégration extrêmement difficile pour ces gens-là. Puis, c'est difficile pour eux de s'autoréguler, prendre des décisions claires, c'est sans avoir quelqu'un avec qui en parler, ou simplement de répondre aux attentes de base de la vie, tu sais, au niveau de l'hygiène, tout ça, ça augmente tous des risques, là, tu sais, qui augmentent leur chance de récidive. Ouais. Ah, ça fait du sens. C'est intéressant que c'est comme le revers de la médaille, soit que c'est trop structuré ou on n'a pas assez de soutien, ou c'est assez structuré pour que certaines personnes puissent pas bien vivre, là, mais comme que c'est ça. Ouais. Puis j'ai des gens qui me disent ça me dérange pas si je retourne. Oui. Oh, wow. Ça en dit beaucoup là. La structure peut-être la communauté aussi. Exact. Oh, wow. Qui n'ont pas dans la communauté. La sécurité, tu sais, des repas, de la nourriture, c'est comme. Oui, il y a beaucoup d'initiatives communautaires aussi qui offrent ces choses-là, mais c'est pas tout le monde qui va vraiment y aller. Là, c'est pas leur priorité. Non, exact. Oui, c'est des heures restreintes dans la journée, là, de 11 à 3, c'est ouvert pour aller dîner, mais sinon. Oui. Tandis qu'en prison, tu sais l'horaire. Tu t'en attends, puis c'est structuré. C'est rassurant. C'est très intéressant. Oui. Donc, quels sont les obstacles qui sont dans le système judiciaire pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles? Puis, quelles ressources est-ce que tu peux nous partager? Est-ce qu'on a des ressources à partager? Oui, je peux parler des ressources peut-être un peu après. Oui. Mais en premier lieu, c'est ça, un des obstacles qui me vient de suite, c'est vraiment la communication. Donc, on sait, la communication sur le plan réceptif tant qu'expressif est pas toujours facile pour les gens qui ont une déficience intellectuelle. C'est différent pour chaque personne encore là. Et déjà que le vocabulaire juridique est complexe pour la population générale, donc c'est surtout pas facile pour les gens qui ont certaines lacunes à ce niveau-là. Donc, juste la façon qu'ils expliquent leur version des faits ou peut-être qu'ils s'en souviennent pas, ça peut nuire à leur crédibilité. Donc, tu sais, des fois, en parlant avec les avocats, ils se demandent, mais là, c'est quoi qui est arrivé? Puis les gens sont pas toujours capables d'écrire un peu ce qui est vraiment arrivé ou pourquoi, tu sais. Ça demande quand même une certaine connaissance, tu sais, de pourquoi. Oui. Un autre enjeu, je te dirais, c'est le manque de soutien et de ressources accessibles. Donc, vraiment, beaucoup de gens qui vivent dans l'isolement, ils ont plus de lien avec leur famille ou leur réseau est vraiment épuisé. Ils ont brûlé des ponts avec certains services sociaux en raison de comportements perçus comme étant difficiles ou il y a eu des problèmes dans le passé. Donc, ça les laisse souvent sans accompagnement. Donc, vraiment, cette personne-là pour les guider. Je te dirais que ça, c'est peut-être des plus gros défis que moi, j'ai remarqués. Okay. Puis en termes de ressources, ben c'est ça, heureusement, il y a des intervenants spécialisés là-dedans qui peuvent les aider à naviguer un peu le système. Il y a aussi des programmes de justice adaptés dans les tribunaux, dont je vais en parler un peu plus tard, mais comme en santé mentale. Et bien sûr, il y a l'Internet et les sites web et tout ça, des outils visuels parfois. Je sais qu'il y en a beaucoup en anglais, pas tous. Hein. Il y en a pas beaucoup en français, peut-être sur le côté, peut-être des sites plus québécois, mais vu que c'est provincial, tu sais, il y a quand même des petites différences. Ouais, le système judiciaire est différent que le nôtre. Exactement, oui. Donc, il y a le Justice App, on peut peut-être rajouter dans les liens à la fin. Absolument. Il y a Acquired Brain Injury aussi, Justice App, c'est un autre site web qui donne un petit peu qui explique un peu les étapes, justement, que la personne va comme entamer là, tout au long de son processus. Oui. Donc ça peut aider juste à savoir à quoi s'attendre une fois qu'on est rendu là. Là, tu as mentionné aussi l'accessibilité, parce que justement, pour bien soutenir les personnes qui ont une déficience intellectuelle et ainsi de suite, donc, ça ressemble à quoi, justement, cette accessibilité-là aux informations juridiques? Parce que c'est pas très évident, là, même pour n'importe qui, là. Puis c'est ça, moi je suis encore, comme j'ai dit, en phase découverte, même après 2 ans, tu sais, ça change tout le temps, puis les situations sont tellement différentes.
Chaque tribunal fonctionne différemment. Ils proposent des programmes qui varient selon la région. Donc ça, c'est difficile parce que à Ottawa versus Prescott Russell versus Stormont Glengarry, toutes les régions que nous on dessert, c'est pas nécessairement les mêmes programmes qui existent au tribunal comme tel. Donc en général, il y a les avocats de service qui sont présents sur place au tribunal pour répondre aux questions de base, aider à diriger les adultes une fois qu'ils arrivent avec leur première comparution. Donc ça, eux autres sont là pour cette première étape-là. Ensuite, il y a aussi les organismes communautaires qui offrent du soutien, donc selon les situations et les critères d'admissibilité aussi. Donc, encore là, ça dépend de la personne a-t-elle une déficience intellectuelle? Est-ce que c'est seulement santé mentale? Donc, ça varie selon ça aussi pour avoir de l'appui. Okay. Ensuite, il y a aussi, bien évidemment, en ligne, l'aide juridique de l'Ontario qui peut être une bonne ressource. Et pour faire des applications en ligne pour avoir un avocat aussi, si c'est nécessaire. Tout dépend des charges que la personne a reçues. Il existe également des applications des sites web dont j'ai nommé un peu plus tôt, encore pas toujours disponibles en français. Et puis, un autre enjeu vraiment important, c'est l'accès au matériel. Donc, ils n'ont pas toujours de téléphone, les gens, ils n'ont pas toujours d'ordinateur, ils n'ont pas toujours accès à l'Internet, ce qui limite vraiment leur capacité à consulter l'information. Et beaucoup de gens aussi ont de la difficulté à lire. Donc, même s'ils peuvent aller le chercher, ben c'est pas nécessairement... il y aurait besoin de quelqu'un pour le faire avec eux, pour expliquer un petit peu à quoi ça a l'air. Donc, en ce moment, je fais partie d'un comité qui développe des outils visuels qui sont adaptés pour aider les adultes ayant des défis cognitifs. Donc, vraiment, généralement, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui a un traumatisme crânien. Donc, c'est pas juste pour les adultes qui ont des déficiences, c'est pour n'importe qui. Pour les permettre de mieux comprendre leurs conditions de libération ou de probation. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus, puis on va avoir des petits visuels, ça va être juste une page, puis juste quelques petits points importants à retenir, parce que sinon, les documents légaux, il y en a beaucoup de pages là-dedans, puis c'est un gros document, beaucoup de points. Absolument. Donc c'est juste pour rendre ça un peu plus accessible, justement. Est-ce que ça va être en français, là, c'est-tu? Oui, ça va être en français aussi, oui. Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix, donc oui, ça va être en français aussi. Donc, dès que tu as ces informations, tu pourrais peut-être les partager. Oui. Ils sont en développement maintenant, donc j'anticipe dans les prochaines semaines, prochains mois, là, ça va être c'est parfait. Fait que pour les auditeurs, on va l'envoyer par l'infolette, puis aussi le mettre sur le site web. Oui. Fait que oui, c'est très important. Donc là, tu as mentionné beaucoup différents professionnels. Donc, il y a toi, mais il y a les avocats, et ainsi de suite. Donc, quels autres professionnels qui sont impliqués dans les démarches judiciaires? Et qu'est-ce qu'ils font? Oui, donc j'ai parlé un petit peu de l'avocat de service qui est vraiment présent au tribunal. L'avocat de défense, donc c'est la personne qui va défendre la personne devant le tribunal, puis il assure la protection de ses droits. Donc, j'ai la chance d'en rencontrer plusieurs déjà. Tout le monde travaille différemment, mais vraiment à la base, ils vont tous revoir les documents avec la personne, leur présenter leurs options, et puis ils vont les représenter à la cour, là, au tribunal. Il y a le procureur de la couronne qui est vraiment responsable de la poursuite au nom de l'État. Donc, c'est lui un peu le devil's advocate là, qui va comme challenger certaines choses une fois que la personne est rendue au point de plaider coupable ou non coupable, qui va dire à quoi ils peuvent s'attendre. Ensuite, il y a aussi l'équipe de supervision communautaire lorsqu'il y a des conditions de mise en liberté à respecter. Donc, par exemple, John Howard Society, ils ont comme des bail supervisors. Donc, on va parfois travailler avec eux pour essayer d'enligner un peu les personnes sur la bonne voie, là, je dirais. Oui. Le personnel carcéral aussi, qui a une grande influence, surtout les infirmiers, les travailleurs sociaux, les agents de correction, comme les gens avec qui on peut un peu collaborer, surtout quand ça vient à la préparation là, pour quand ils sont sur le point d'être libérés. Là, c'est pas toujours évident là, de coordonner des choses avec les gens dans le milieu carcéral, par contre, là, juste parce que tout le monde travaille un peu dans leurs propres lignes. Là, dans des silos, oui. Et ensuite, d'autres professionnels, bien, ça peut être selon la situation. Donc, on va parfois faire des demandes pour des rapports, là, pour des sections 21, tout ça pour voir comme il y a des raisons au niveau de la santé mentale que la personne a agi d'une telle façon, ou la capacité à apparaître aussi à la cour. Donc, on peut faire appel à des professionnels, justement santé mentale, des psychiatres, pour faire ces évaluations-là dans des délais raisonnables pour aider la personne un peu. C'est vraiment, tout dépend de la situation. Ah.
Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a beaucoup Oui. de personnes impliquées, c'est pas toujours évident. Là. Oui. C'est ça. Mais c'est comment de travailler avec tout ce beau monde-là? Parce que là, tu as mentionné accessibilité. Est-ce que tout le monde a une approche centrée sur la personne? Est-ce que tout le monde comprend comment travailler auprès des personnes qui ont des déficiences intellectuelles? C'est une question très remplie. Oui, très. Donc, c'est ça, l'approche des gens varie beaucoup. Je pense que ça dépend aussi parfois de la priorité. Je veux dire, des fois, tu as des avocats qui ont tellement d'autres comme personnes à représenter. Donc, c'est moi, ce qui est ma priorité, peut-être pas nécessairement la même priorité qu'un autre. Là. Donc, c'est sûr que un des défis, c'est la communication, là, tu sais, essayer d'être efficace, puis faire sûr qu'on suit l'évolution du dossier, d'assurer la continuité de service, qu'il n'y ait pas trop des longs gaps là, dans le service, puis soutenir la personne à chaque étape du processus. Donc, moi, souvent, je vais envoyer des courriels un peu à tout le monde pour voir qui on est rendu où, puis tu sais, surtout dans notre secteur, il y a comme des services en santé mentale, mais aussi en déficience intellectuelle, donc des fois, ça peut comme clasher un peu, là, si on n'est pas toujours... des fois, ça se parle pas. Hein. Exactement. Le secteur de la déficience intellectuelle, le secteur de la santé mentale, ça se parle pas. Exactement. Hein? Ou il y a différentes approches, justement. Donc, ça peut être difficile, là, quand il y a beaucoup de champs d'appliquer. Mais tu sais, j'aime mieux qu'il y ait plus de personnes que pas assez. Donc, j'aime mieux qu'il y ait des gens qui sont prêts à aider que pas. Donc, des fois, ça demande juste un peu de patience, puis éventuellement, les choses ont débouché. Donc, c'est ça, c'est pas toujours fluide. Ça demande beaucoup de rigueur, de relance, puis une capacité à naviguer un peu les différents systèmes dont je parlais là. Surtout des fois, c'est des gens qui sont à des hôpitaux ou peu importe. Là. Donc, c'est ça, essayer de faire avancer les choses. Oui, du mieux qu'on peut. Oui. Mais est-ce que les personnes ont des tribunaux qui sont différents ou adaptés à leur, quand ils sont diagnostiqués, puis on sait qu'ils ont des déficiences intellectuelles, est-ce qu'on a des tribunaux juste pour eux? Oui, donc c'est ça, je disais un peu plus tôt, dépendamment de la région. En Ottawa, on retrouve le tribunal de traitement toxico en santé mentale pour les peuples autochtones et réguliers. Il y a quand même d'autres programmes de déjudiciarisation qui sont offerts. C'est un peu comme des partenaires avec les tribunaux qui se fait comme un peu à l'extérieur, mais qui demandent quand même un suivi régulier, là, comme une participation assez intense de la personne pour ces programmes-là. Okay. Donc, ces personnes peuvent être orientées vers un programme adapté selon leurs besoins. Ça dépend aussi de différentes choses, dont la motivation de la personne à s'engager dans le processus. Puis respecter les conditions du programme. Donc, par exemple, celui en toxicomanie est très rigoureux. Ils font des tests, je crois, d'urine, tout ça, pour assurer que la personne ne consomme pas. Donc, si quelqu'un est encore dans une phase un peu ambivalente, ça se peut que ce soit pas un bon programme pour eux. Aussi, la nature et la gravité des accusations. Il y a deux voies là, que tu peux procéder pour les charges. Puis là, j'ai les termes en anglais sur le bout de la langue. Je ne sais pas en français, mais peu importe. Si c'est quelque chose un peu plus sérieux, je dirais comme un assaut ou quelque chose comme ça, ça se peut que la personne n'ait pas le choix de fonctionner ou de procéder par une façon plus traditionnelle, là, comme régulière, comme qu'est-ce qu'on connaît plus comme le système traditionnel. Là. Oui. Et aussi, ça dépend de l'approbation de la couronne et du juge. Donc, tout le monde doit donner un peu leur accord pour que la personne soit admissible à un de ces tribunaux spécialisés-là. Donc, il y a quand même des petites choses à vérifier avant de procéder avec ça. Mais tu sais, ça offre une approche un peu plus thérapeutique et centrée justement sur la réhabilitation. Puis, tu sais, c'est plus le long terme. Donc, ce qui est difficile, c'est ça. L'accès peut rester limité là, selon les critères et les ressources locales aussi. Donc, mais c'est très intéressant. Oui, non, absolument. Puis c'est bien qu'ils ont aussi le choix dépendant, comme tu as mentionné, avec les que tu as mentionné. Mais c'est quoi l'ouverture, justement, à ce type de tribunaux-là par les avocats, les intervenants, les individus, cercles de soutien? Est-ce que c'est bien connu? Est-ce que... Oui, les gens sont quand même très ouverts à ces options. Ils reconnaissent les avantages potentiels. Comme je dis, surtout à long terme. Donc, il faut respecter un peu les priorités puis les souhaits de la personne accusée en bout de ligne. Donc, c'est ça. Si la personne souhaite être libérée le plus rapidement possible, puis elle veut juste purger sa sentence, ben ça va être ça. Puis l'avocat va généralement suivre la décision, même si c'était pas la solution la plus bénéfique à long terme. Puis, c'est souvent dit au fait que les exigences de ces programmes-là s'étendent sur une plus longue période. Puis, comme j'ai dit, ça demande un engagement réel là, de la personne pour qu'elle veuille participer. Ouais. Et cela montre aussi que l'ouverture aux tribunaux spécialisés dépend seulement des professionnels du système, mais aussi de la volonté des personnes accusées.
Je pense que j'ai déjà nommé, mais aussi son niveau de compréhension et de la présence ou non d'un cercle de soutien pour essayer de l'encourager là, vers des options un peu plus durables. Comment est-ce que les professionnels peuvent donc adapter leur pratique pour qu'on soutienne mieux les personnes comme déficience intellectuelle? Ou est-ce que tu as des recommandations que tu pourrais offrir pour améliorer la situation? Oui, ben c'est sûr qu'avant tout, je pense que c'est important de prendre le temps de connaître les personnes, tu sais, puis comme bien comprendre son niveau de compréhension pour assurer qu'elle saisisse clairement toutes ses options. Donc, il y en a qui prennent beaucoup de temps. J'ai remarqué surtout les avocats qui vont vraiment prendre leur temps, tu sais, avant de procéder avec les prochaines étapes pour bien comprendre la situation. Donc, aussi, tu sais, c'est d'encourager les individus à s'engager dans des démarches positives, comme le traitement, tu sais, tout ce qui peut un peu les aider à changer de trajectoire, tu sais, puis éviter qu'ils se retrouvent dans la même situation là, que dans le passé. Je pense que c'est aussi important de mettre de côté un peu nos préjugés et de reconnaître tout son potentiel. Donc, ça implique aussi de prendre un peu de recul par rapport à nos pensées. Là. Les professionnels aussi, je pense, pour tout le monde, c'est important d'apprendre, tu sais, continuer à s'éduquer sur leur réalité, sur les différentes approches qui existent, poser des questions aux proches qui les connaissent bien. Donc, vraiment, la collaboration, c'est clé, c'est pour tout. Surtout quand une personne est impliquée avec plusieurs personnes. Là, ça va garder un peu la communication le plus possible malgré les défis. Oui, donc, communication ouverte. Oui. Puis, ce qui m'a frappé, c'est comme faire ça le billet qu'une personne, un avocat ainsi a, faire sûr que comme on médite à ça pour ne pas apporter ça dans le processus ou pour mieux soutenir la personne, vraiment. C'est facile, même dans mon rôle, c'est sûr que je vois des choses qui se répètent, là, puis des patterns, puis faut pas s'arrêter à ça. C'est difficile pour les gens, des fois, c'est tout ce qu'ils ont connu dans leur vie, c'est ça. Donc, de changer, ça s'arrive pas d'une journée à l'autre, là, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, donc ça peut prendre des années avant qu'il y ait une certaine comme réhabilitation, puis que la personne elle trouve peut-être un emploi ou comme une place où qui est bien puis qu'elle réussit. C'est pas évident, là, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour n'importe qui. Non, exact. Ils n'ont pas le soutien dans la communauté. Mais justement, parlant de tout ça, est-ce que tu as des témoignages de cas, de scénarios qui se sont bien passés ou même moins bien passés? Bien, je me suis avancée un peu tantôt dans mon autre réponse, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai des gens qui, dès leur libération, ils ont réussi à respecter leurs conditions de probation. Ils ont rebâti un peu leur vie, trouvé un logement, un emploi, puis ils étaient impliqués avec des ressources communautaires. Donc ça, j'ai eu plusieurs personnes que ça a été des mois, là, même quasiment jusqu'à 1 an, que ça allait bien. C'est ça, je parlais, tu sais, le maintien de ce progrès-là, c'est difficile. Puis de créer des liens sociaux positifs, tu sais, comme... Les gens sont souvent isolés, ils n'ont pas tout le temps leur famille, tu sais, proche d'eux. Ils doivent prendre des décisions seuls. C'est souvent des décisions importantes. Donc, leurs choix vont avoir un impact sur leur trajectoire et sur leur santé mentale. Si on parle de consommation et tout ça, c'est à ça que ça me fait penser. Tu sais, comme on peut retomber des fois dans des habitudes. Puis là, c'est plus facile, mettons, de se retrouver dans une situation où on est confronté à nouveau à un problème. C'est comme le cercle. Oui, exact. Donc, c'est ça, toutes les humains ont besoin des contacts avec les autres, puis ça peut les pousser à prendre des risques, justement. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, tu sais, parler en ligne avec des personnes qui ont des intentions peut-être un peu douteuses, ou décider d'emménager avec un inconnu, tu sais, après, tu te connais, ça fait une semaine, puis on déménage ensemble, tu sais. Ou même, comme j'ai dit, consommer des substances ou adopter des comportements impulsifs, juste pour pas se sentir seul. Puis c'est ça, j'écoutais un podcast il y a une couple de semaines, puis ça disait que la solitude serait aussi novice, pas bonne pour la santé, que fumer 15 cigarettes par jour. Puis, tu sais, les gens recherchent des moyens de combler ce vide, même si c'est pas toujours le meilleur intérêt. Tu sais, ça a vraiment comme un impact comme intense, là, comme... pas intense, mais... Oui, c'est quand même heavy, là, tu sais, donc les gens vont tout faire pour ressentir ce vide-là. Puis comme tu as mentionné au début, il y a certaines personnes qui aiment revenir en prison, justement, parce que c'est la structure, mais c'est aussi la communauté. Comme là, ils rencontrent du monde, ils parlent avec du monde, c'est une sorte de petite communauté aussi. Fait que, je viens de penser à autre chose qui est un peu, justement, quand les gens ils sortent d'un milieu carcéral puis ils retournent en communauté, sont aussi plus à risque de, tu sais, des overdoses, tout ça aussi, parce que tu veux pas, c'est comme pas un sevrage, mais c'est comme détox, parce qu'ils n'ont pas accès à la drogue. Donc ça, c'est un autre risque ou une autre problématique. Je te dirais que le risque
de overdose est très élevé là, une fois qu'ils sont ils retournent dans la communauté. Là, je viens de penser à ça. C'est un autre gros risque. Là. Oui. Mais donc, c'est ça. Il y a des gens que ça va super bien. Des fois, ça va durer une certaine période de temps. Mais vraiment, pour pouvoir maintenir ce progrès-là, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu sais, comme on parle de la VRS, c'est ça, des rôles, peut-être oui, qu'ils des vont rôles avoir. valorisés. Puis ça peut vraiment aider. Là, puis, une fois qu'ils ont des connexions à long terme. Donc, c'est ça qui manque un petit peu. Puis, qu'est-ce qui manque, c'est ce soutien du soutien, oui. la famille, des amis, oui. Pour pouvoir cheminer avec eux pour que, justement, il n'y ait pas de récidivité. Oui. Le monde s'attache au service aussi d'une façon, puis là, il y a comme une dépendance qui se crée. Puis, éventuellement, il faut un petit peu, tu sais, comme laisser les gens faire leur chemin. On ne peut pas rester avec eux à long terme. Oui. Puis, il n'y en a pas beaucoup de services qui font ça. Il y en a quelques-unes, mais encore là, ça dépend des ressources. Exactement. Ah, les ressources financières, les employés, ça serait un jour. Oui. Alors, Shay, la dernière question. Dans une phrase ou deux, quelle est la ressource, soit une idée, une réflexion que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Donc, je n'étais pas trop certaine, mais je pense vraiment à la base, c'est juste d'écouter les adultes qui sont référés. Porter attention à la communication verbale et aux signes non-verbaux aussi. Là, donc, voir, être curieux, rencontrer la personne où qu'elle est dans son cheminement, puis avancer avec elle. Donc, vraiment à son rythme. Sans jugement, comme j'ai nommé plus tôt, même si les obstacles clairs se répètent et que le progrès semble très lent ou absent, faut pas arrêter de supporter parce que veut pas, il y en a qui n'ont juste pas ce soutien-là ailleurs. Donc, demeurer présent, ouvert et patient. Puis, de reconnaître que chaque parcours est vraiment unique. Très, très, très belle réflexion. Donc, merci beaucoup, Shay. On apprécie ton temps et ton partage d'informations sur le système judiciaire et la déficience intellectuelle. Merci à toi. Merci. Donc, ce que je retiens, c'est que les personnes qui ont une déficience intellectuelle font face à de nombreuses injustices en milieu carcéral. Sont souvent mal comprises. Elles peuvent être surreprésentées dans les prisons en raison d'un manque d'adaptation du système judiciaire à leurs besoins. Elles rencontrent des obstacles majeurs tels que la difficulté à comprendre ou les procédures légales, à exercer leurs droits ou à bénéficier d'une défense adéquate. Et aussi, je remarque aussi que comme certaines personnes veulent cette structure-là, donc la prison peut être pas une belle option, mais ça peut subvenir à certains de leurs besoins de communauté dans ça. Donc, c'est comme le double de la médaille. Aussi, je remarque que le manque de formation des intervenants judiciaires et l'absence des mesures d'accommodement peut contribuer aussi à la vulnérabilité de ces personnes-là. Pour les auditeurs, on a d'autres balados en vue dans les prochains mois, par exemple sur la navigation du logement, sur l'employabilité et qu'est-ce que ça veut dire d'être bien chez soi. Pour l'instant, les balados sont disponibles sur Spotify, Amazon Prime et Apple. Et les liens des balados sont partagés sur le site web et l'infolette de la ressource. Un gros merci aux auditeurs de votre écoute. Les balados de la ressource, c'est de faire briller les ressources professionnelles en Ontario français. Merci et à bientôt.